jusqu'ici opéré les transfèrements des plus ou moins 127 en 3 vagues. La première vague a été transférée à la prison de haute sécurité de Louzoumou dans le Congo central. Les 2 dernières vagues ont été transférées à la prison de haute sécurité des Angenga dans la province de la Mongala. Et les autres vagues vont être transférées dans les jours prochains dans d'autres prisons de haute sécurité. Il faut dire qu'avec l'implication du ministère de la Justice, il y a sensiblement, il faut le dire, baisse de la criminalité urbaine, principalement dans la ville de Kinshasa, avec l'implication, le travail que fait le VPM intérieur, notre implication en tant que ministre d'État de la Justice, grâce au travail acharné de nos policiers, de nos militaires, de nos magistrats civils, de nos magistrats militaires, parce que la stratégie que nous avons mise en place était celle de pouvoir urbain devant les juridictions aussi bien militaires que civiles. Sur la question des juridictions militaires, nous nous appuyons évidemment sur les articles 157 à 158 du Code pénal, les dispositions pertinentes du Code judiciaire militaire, notamment en ce qui concerne l'infraction du terrorisme. Et cela, nous considérons que les actes que posent les Koulouna révèlent ou relèvent évidemment du terrorisme. Et cette infraction est prévue par le Code pénal militaire. Mais concernant les juridictions civiles, là nous recourons évidemment à l'article 157 du Code pénal ordinaire qui prévoit l'infraction de l'association des malfaiteurs. Toutes ces infractions sont punies pour des peines de mort, en tout cas pour ce qui concerne l'association de malfaiteurs. Alors du coup, ces juridictions ont travaillé d'arrache-pied et nous ont rendu des très grands services qui ont permis d'éradiquer ou bien de diminuer sensiblement le taux de criminalité urbaine dans la ville de Kinshasa, et ce, à la grande satisfaction de notre population. Nous nous sommes employés à lutter drastiquement contre un phénomène parce que c'est un phénomène beaucoup plus dangereux que vous ne l'imaginez. Les familles entières sont restées sans père. Des familles entières ont perdu des membres des familles. Ici, le dernier drame d'ailleurs en date est celui de la journaliste Jemima qui travaillait d'ailleurs ici à la RTNC, qui au sortir du travail avait été victime de la barbarie de ces Koulouna. Et malheureusement, elle a outrepassé. Et donc, c'est un phénomène qui tient à cœur les Congolaises et Congolais, les Quinoises et les Quinois. Vous verrez une maman en train de vendre, par exemple, ses épices, et puis un Kouloune à venir avec la machette pour non seulement lui prendre toutes ses marchandises, mais aussi l'abattre sur le champ. Et tout ceci n'a pas évidemment cristallisé un climat de paix et de quiétude, de tranquillité dans la société. Vous savez, nous sommes un pays en guerre, agressé par le Rwanda. Nous ne pouvons pas accepter que nous ayons d'une part l'agression rwandaise dans la partie est du pays, que nos militaires se déploient évidemment à défendre l'intégrité du pays, mais qu'en interne nous puissions faire face à des petites agressions dans nos rues. Évidemment, à des individus qui se considèrent comme étant au-dessus de la loi, qui font la loi, qui prennent en otage pratiquement des quartiers entiers. Et donc voilà un tout petit peu le bilan que nous pouvons jusqu'ici laisser. La clarification à apporter ici, c'est de dire que de tout temps, la problématique de la lutte contre la criminalité urbaine a toujours été prise en charge, aussi bien par le ministère de l'Intérieur que le ministère de la Justice. Vous voyez, l'actuel ministre français de la Justice, je crois que l'une de ses priorités, lorsqu'il a pris ses fonctions, c'était, entre autres, de lutter contre le banditisme urbain aux côtés du ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, il y a quand même une précision qu'il faut apporter avant que nous puissions les questions de journalistes. C'est le ton
c'est la fermeté. Très bien. Et on ne va pas s'épargner de l'exécution de la peine de mort. Très bien. Vous en avez beaucoup parlé. Cela suscite beaucoup de réactions de part et d'autre. C'est des si ça rentre dans le cadre de nos engagements, notamment dans le cadre du Conseil national des droits de l'homme à Genève, dont nous sommes membres, et puis pour d'autres, notamment dans la perspective de notre candidature au Conseil de sécurité. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces propos spécifiquement? Alors, monsieur le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, il est important de clarifier une chose. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République, n'a pas inventé la peine de mort. La peine de mort est prévue d'abord dans l'article 5 de notre Code pénal ordinaire. Ensuite, l'article 26 du Code pénal militaire. Et comme vous savez, le Code pénal ordinaire date d'il y a 70 ans, plus de 70 ans, 80 au plus. C'est en 1940 que ce code a été élaboré, bien avant que le ministre de la Justice ne naisse. Il y a eu plusieurs modifications. Le législateur congolais n'a jamais touché à cet article. Le législateur congolais a maintenu la peine de mort. Et lorsque le code pénal militaire est élaboré plusieurs décennies plus tard, vers les années 2000, mais on a maintenu la peine de mort comme sanction. Et pas plus tard, en 2024. C'était le 9 février 2024. Au cours d'un conseil des ministres, l'option a été levée de lever le moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Parce qu'en 2000, sur la base d'une déclaration du conseil des ministres, le gouvernement avait levé l'option de pouvoir prendre un moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Moratoire ici veut dire une décision de suspension d'exécution de la peine de mort, donc d'une disposition de la loi. À la suite donc de la décision du Conseil des ministres du 9 février 2024, ma prédécesseur avait pris une circulaire portant levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort. C'était le 13 mars 2024. C'est donc pas le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Le rôle qui est le mien après ma nomination, c'est de pouvoir faire appliquer les lois de la République, sans en inventer une seule. Et que de ce point de vue, puisque cela est prévu dans nos lois, il va donc de soi que, étant dans un état de droit tel que le prescrit l'article 1er de notre Constitution, ce n'est pas le ministre de la Justice qui a élaboré cette Constitution. La République démocratique du Congo est un état de droit. Mais l'état de droit veut dire quoi? L'état de droit veut dire que les gouvernés et les gouvernants sont tous soumis à l'autorité de la loi. Donc ici, il s'agit de la dictature de la loi. C'est cela l'état de droit. C'est respecter les lois du pays. Dès lors que les cours et tribunaux congolais condamnent les Koulouna à la peine de mort, qui doit être l'attitude du ministre de la Justice et garde des Sceaux, est-ce d'annoncer qu'ils seront primés? Mais ont-ils été condamnés sur quelle base? Ces Koulouna, et ce n'est pas tous, évidemment, qui sont condamnés à la peine de mort. Je vous informe qu'il y en a qui sont condamnés à des peines d'emprisonnement de 5 ans, de 10 ans, de 2 ans, de 20 ans, selon la gravité des faits. Par exemple, pour ce qui concerne l'infraction du terrorisme prévue par le Code pénal militaire, mais ce n'est puni de peine de mort que lorsqu'il y a eu mort d'homme dans la commission de l'infraction.
Mais l'infraction, la peine maximale, c'est 20 ans. Donc ici, parmi autant, je vous ai dit que nous avons organisé plus ou moins 11, jusqu'ici, 11 procès en flagrance. Mais il y a eu plusieurs, c'est-à-dire plus de 500 personnes arrêtées comme Koulouna. Certains ont été tout simplement libérés parce que les preuves n'étaient pas établies. Mais ceux qui sont condamnés à la peine de mort, étant donné qu'on a levé le moratoire sur l'exécution de la peine de mort, quelle attitude on adopte? C'est la fermeté. Savez-vous que le phénomène des gangs urbains a conduit au renversement de tout un régime en Haïti? Des gangs organisés ont décidé un jour de prendre en otage l'aéroport, les institutions de la République et d'interdire au Premier ministre d'atterrir au pays. Et donc c'est un phénomène qu'il faut prendre avec beaucoup de fermeté. Lorsque la Constitution de la République parle à son article 16 de la sacralité de la vie humaine et rangée à son article 61 dans le même sens, mais à l'exception faite lorsque certaines lois disposent autrement. C'est entre autres lorsque l'on a affaire à des lois qui prévoient la peine de mort. Et ça doit être exécuté. Mais alors, est-ce qu'on exécute aussitôt prononcé par les cours et tribunaux? C'est là toute la question. Mais il y a tout un mécanisme. Lorsque vous lisez l'article 345 du Code de procédure, du Code judiciaire militaire, mais c'est bien établi qu'il y a toute une procédure, il y a tout un processus avant de pouvoir exécuter la peine de mort. D'abord, la décision doit être définitive. Ici, par définitive, entendre que le délai de cassation est suspensif de l'exécution, même le délai de cassation. Évidemment, en considérant que c'est 40 jours, et pour appel, opposition, juridiction militaire, c'est 5 jours, etc. Devant juridiction civile, c'est 10 jours. Et puis, c'est 3 mois pour cassation. Mais c'est suspensif. Mais c'est seulement à l'épuisement de cela que l'on exécute la peine de mort. C'est seulement à l'épuisement, encore que le législateur dit que le ministère public qui est appelé à exécuter la peine de mort doit adresser une requête de grâce présidentielle. Au bout de compte, c'est le magistrat suprême qui dit, moi je refuse. Ou moi j'accepte la peine de mort. C'est ce que dit nos lois. De ce point de vue, c'est très technique, il fallait bien expliquer. Alors, lorsque le ministre de la Justice, le garde des Sceaux de la République, vous dit que ces gens qui ont été condamnés à la peine de mort seront exécutés, mais c'est conformément à la loi. Mais ça peut être demain, mais ça peut être après-demain. Mais évidemment en suivant les mécanismes qui sont prévus par nos lois. Voilà, Monsieur le ministre d'État, je crois qu'il y a beaucoup de questions qui vont venir pour qu'on soit un peu plus précis. Merci. Et plus pédagogique sur le sujet, parce que c'est un sujet, tout le monde n'a pas la maîtrise parce qu'il s'agit d'une matière juridique. Alors on va commencer la série des questions avec M. Jacques Moulouba. Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État. Nous avons suivi les explications. Est-ce que les Koulouna condamnés qui vont aller à Ngenga et dans
d'autres prisons de haute sécurité, est-ce que les conditions carcérales sont réunies pour accueillir un si grand nombre de gens? Et des deux, la peine de mort, le moratoire a été levé, le moratoire d'exécution pour la République démocratique du Congo, avec beaucoup de critiques, monsieur le ministre d'État. Est-ce que c'est une avancée de la RDC ou un recul en ce moment où d'autres pays plaident pour l'abolition de la peine capitale? Et le Kuluna, à la longue, on ne peut pas envisager, au lieu de la peine des morts, envisager la prison à perpétuité, par exemple, aussi une forme de punition pour ceux-là. Alors je veux peut-être finir avec une dernière question, toujours dans votre secteur. Quand vous avez vos fonctions, monsieur le ministre d'État, vous étiez adulé par la population. Je me souviens, le jour de la remise reprise, vous êtes venu avec un chien qui symbolisait la rigueur, la fermeté. Et dans cette logique, vous aviez accordé un moratoire aux églises, je crois 60 ou 60, 80, pour se mettre en règle les églises qui fonctionnaient avec les F92. Mais aujourd'hui, le délai est largement dépassé, le moratoire largement expiré, et c'est le silence total, l'émutisme du côté du ministre d'État. Est-ce que c'est un signe de défaite de votre part? Vous avez peur des hommes de Dieu ou qu'est-ce qui se passe? Alors, le ministre d'État va vous répondre, mais j'aimerais refaire 2-3 idées pour que nous puissions rester dans le sujet. Sur cette question de Kuluna, souvenez-vous de ce que le président de la République a dit devant le Congrès. Il y a évidemment une responsabilité des par rapport au devenir de nos jeunes. Je crois que cet après-midi devait y avoir une réunion autour du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur où on devait parler des autres aspects. Évidemment, les aspects des chambres foraines, c'est des aspects en face de la barbarie, de la réponse de l'État, parce que l'État doit répondre. Mais là de ça, il y a une dimension d'encadrement. Pour certains, regardez, aujourd'hui l'hôpital en cours de reconstruction, c'est l'œuvre de certains Kuluna, d'autres. Donc ça veut dire qu'ici, nous faisons un focus sur ce qui concerne les volets judiciaires, mais il ne faut pas ignorer ce qui s'est fait au niveau judiciaire. Il y a un travail d'encadrement qui est fait et que le recours à la justice où la loi doit s'appliquer dans sa globalité telle que dit par le président de la République arrive justement en face de cas des grosses criminalités telles que le ministre était en train de le relever tout à l'heure. Monsieur le secrétaire d'État, quelles sont vos réponses? Alors, je remercie Jacques. Merci pour vos pertinentes questions. S'agissant de la première condition carcérale, évidemment, nous prenons disposition sur instruction du magistrat suprême et de la première ministre pour améliorer et humaniser nos prisons. Donc nous veillons que des prisonniers nuit dans des bonnes conditions, mais également aient accès au minimum de vie. Je crois que si vous allez aujourd'hui à Makala, vous verrez les travaux des réfections qui se font. Si vous allez dans d'autres prisons, vous allez voir également tout ce qui se passe. J'informe d'ailleurs le peuple congolais du développement de la construction, en tout cas dans les 2 ans qui suivent, de la grande prison centrale de Kinshasa, au niveau de Maluku. Ça prendra maximum 2 ans. Ce sera une première pour un chef de l'État congolais depuis 60 de pouvoir offrir aux Congolais une prison qui n'a jamais été construite. Toutes les prisons que nous avons héritées de l'époque coloniale. Il y aura une capacité de plus de 20 000 détenus. Comme également qu'à Kisangani, on lance la construction d'une nouvelle grande prison d'une capacité des plus ou moins 10 000 détenus. Nous réhabilitons aussi à la rive gauche de Kisangani. Nous construisons une nouvelle prison en Mbujimayi. Nous sommes en train de construire une nouvelle prison à Bukavu. À Goma, ça avait été fait, mais au niveau de Saké.
Bref, nous travaillons pour pouvoir sensiblement améliorer les conditions carcérales de détenus. C'est des prisons de haute sécurité et je n'oublie pas la prison de Boulou à Likassi, sur laquelle nous travaillons déjà. Et donc nous avons opté pour l'approche PPP et ça avance plutôt bien. Et moratoire et tout est avancé. La levée du moratoire. Nous ne devrions pas mimer de l'Occident. Nous ne devrions pas nous complexer de tout ce qui se passe à l'Occident. Lorsque la France supprime la peine de mort, nous aussi nous voulons supprimer. Aux abolitionnistes, aux rétentionnistes, nous sommes parfois dans des débats stériles qui ne répondent pas aux réalités socio-politico-sécuritaires du pays. Nous sommes un pays en guerre. Nous sommes un pays agressé par le Rwanda. Nous sommes un pays où nous avons des gens qui ont décidé de trahir le pays. Des gens qui ont occupé des grandes fonctions de responsabilité dans ce pays. Qui ont décidé de servir la cause de l'État. Face à cela, vous ne dites pas de l'homme. On ne supprime pas, on abolit la peine de mort pour faire plaisir aux idées des droits de l'homme. Mais c'est pas pour répondre aux impératifs de sécurité du pays. Le rôle de l'État, c'est de pouvoir garantir le minimum de sécurité possible à ses citoyens. C'est cela la théorie de Léviathan de Thomas Hobbes. Le peuple accepte de concéder sa souveraineté. Et l'obligation faite pour le souverain est de pouvoir assurer sa protection. C'est cela notre rôle. Mais si nous levons le moratoire sur la peine de mort, je ne sais pas que l'on puisse parler du recul par rapport à qui et par rapport à quoi. Aux États-Unis d'Amérique, juste aujourd'hui on exécute la peine dans plusieurs États fédérés des États-Unis. Autant qu'il n'y a pas de droit de l'homme aux États-Unis. C'est la première puissance mondiale. C'est la première puissance mondiale. C'est le premier pays de l'Occident. Mais pourquoi quand il s'agit de la RDC, l'on doit chercher des problèmes pour rien? Nous devons nous assumer en tant que régler les problèmes de nos compatriotes, suivant nos réalités. Le phénomène Koulouna, c'est un phénomène réel. En Haïti, pour n'avoir pas pris des mesures drastiques de répression et de dissuasion, on en est arrivé là. C'est maintenant des forces de sécurité de l'étranger qui viennent pour pouvoir assurer la sécurité en pleine capitale. Et ça, nous n'accepterons pas. Nous n'allons pas accepter un seul instant que des règles de l'étranger, de l'extérieur, soient transposées chez nous, en réalité, tenir compte des coutumes, des réalités congolaises. Donc pour moi, pas que l'on puisse pas d'avancer et de recul. Il s'agit de mesures que le gouvernement avait prises pour pouvoir sécuriser, renforcer les mécanismes de sécurisation du peuple. Envisager d'autres peines. Écoutez, moi je suis la justice et garde des sceaux. C'est de la fermeté. Déjà, à mon attitude, il faut fermeté. D'autres mesures, évidemment, sont en vigueur, mais aujourd'hui et maintenant, doit-elle qu'appliquer aujourd'hui, me conditionne, m'oblige, moi, ministre de la Justice, à pouvoir le faire exécuter. Vous avez également posé la question des analyses. Sur la question, je vous rappelle qu'il y a eu États généraux de la justice qui sont créés le 16 novembre 2024. Il y a eu des recommandations. Et donc, nous sommes présentement à la phase de la rédaction de la feuille de route,
d'exécution de ces recommandations. Et donc de ce point de vue, vous pouvez prendre votre mal en patience. Tous les maux ont été diagnostiqués au niveau des cultes et associations. Et croyez-moi, nous allons assainir. Nous allons lancer le travail et nettoyage au niveau sécurité urbaine. Nous allons faire la même chose au niveau culte et association. La même fermeté que vous nous avez reconnue au début, c'est la même fermeté qui demeure. Vous êtes sur les réseaux, vous pouvez interroger même votre TikTok maintenant. Vous verrez que le peuple congolais nous reconnaît la même fermeté. Merci. Voilà, Monsieur le ministre d'État, vous faites bien de rappeler le contexte dans lequel ce moratoire a été levé. Et je crois, comme le ministre d'État l'a dit, chaque pays a un parcours. Nous faisons face à une guerre. C'est une situation qui requiert de nous, comme gouvernement, une réponse appropriée. Mais cela ne dénature en rien nos engagements pour les droits de l'homme. J'étais à Genève. Je crois que nous avons reçu, en tout cas pour tout ce que nous avons fait comme progrès, d'ailleurs dans les secteurs de médias, dans les secteurs de PVH, les cadres du FONAREG, nous avons reçu beaucoup d'encouragement. Parce que la marche vers le respect absolu des droits de l'homme est une marche inachevée pour tous les pays du monde. Et que nous, dans un contexte précis, pour lequel, justement, ces pays qui s'émeuvent ou qui nous condamnent en guillemets, ou qui pensent à un recul, certains ont même le pouvoir, une certaine influence pour mettre fin à cette situation. Nous utilisons toutes les voies qui sont à notre disposition pour ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, pour sonner tous les traîtres qui nous empêchent en réalité de terminer cette guerre. On va prendre les questions de M. Madame Rachel Kitsta. Monsieur le ministre, bonsoir, ma préoccupation est celle de savoir les causes du banditisme urbain sont légion, notamment le chômage, le manque d'emploi et ainsi de suite. Quelles sont les mesures structurelles mises en place jusqu'à-là par le gouvernement pour tenter de juguler les banditismes urbains? Et autre préoccupation, lors de la clôture de la session de septembre à l'Assemblée provinciale, le président avait plaidé pour l'humanisation de cette opération, notamment en ce qui concerne les cas des mineurs. Les dossiers des mineurs traînent au niveau des juridictions militaires et n'arrivent pas au niveau de leurs juges naturels, notamment les tribunaux d'enfants. Qu'est-ce qui bloque à ces niveaux par rapport aux mineurs? Et dernière question, à quand l'exécution de l'ordonnance portant mesures de grâce collective? Merci. Alors, Monsieur Clément, merci pour vos questions. Je commence par la première, mécanisme pour juguler, mécanisme alternatif. Comme je le dis, le ministre de la Justice n'est pas là pour commencer à réfléchir aux mesures sur comment contenter les Koulouna. C'est des pouvoirs à réprimer. Tu violes la loi, on te sanctionne, on t'arrête, on te condamne. Et on exécute la peine. Pour le reste, le chef de l'État l'avait annoncé lors de son adresse à la nation, que seuls les Koulouna qui ne vont pas accepter de se réinsérer dans la société. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités qui sont offertes aux uns et aux autres de pouvoir se réinsérer. Je vous donne le cas. Aujourd'hui, le gouvernement de la République, par entremise évidemment sur instruction du magistrat suprême, assure et garantit la gratuité de l'enseignement des bouquins. Donc il est incompréhensif, il est incongru de retrouver un mineur de 10 ans, de 12 ans dans la rue, en lieu place de retrouver à l'école. Il est incongru de retrouver, évidemment, des jeunes qui ont étudié et parfois qui ont accès à certains emplois de se livrer aux actes de banditisme urbain. C'est vrai que c'est un phénomène holistique. Mais notre rôle, c'est de dire, toi, Koulouna, qui refuse de te réinsérer,
Une fois que les forces de l'ordre appréhendent, eh bien, sachez que la loi va s'appliquer dans toute sa rigueur. Mais cela ne veut pas dire qu'on viole les droits de l'homme, parce que les droits de l'homme, c'est aussi garantir le droit et la sécurité de la victime. Lorsque vous tuez quelqu'un, vous devriez être sûr qu'il y a des lois qui sécurisent cette victime. C'est là les droits de l'homme. Il ne faut pas voir les droits de l'homme à sens unique. C'est pourquoi vous avez des États comme la Chine. Vous avez des États comme la Russie et bien d'autres. Je reviens sur les États-Unis, puisqu'on aime bien parler de l'Occident. Donc il y a des sanctions sévères qui sont destinées à décourager le banditisme. Donc l'idée pour moi, c'est d'étendre la peine de mort même à ceux qui tournent les deniers publics. Donc, à l'allure où vont les choses, puisque nous allons certainement, excusez-moi, ça c'est en guillemets, nous allons certainement faire application de l'instruction du magistrat suprême sur la création du parquet financier. Il faut qu'on mette en place les parquets financiers. La réforme que nous allons devoir proposer, c'est de pouvoir inscrire comme sanction contre les détenus des deniers publics et nous assurer que tu as volé un franc de l'État, ben, sois condamné à mort, que tu sois exécuté. Vous allez remarquer qu'à la différence des opérations précédentes, celle-ci est dissuasive parce que nous avons intervenir les mécanismes des sanctions qui sont légaux. Jadis, c'était on arrête, on met dans le cachot et après il négocie pour libération. J'étais scandalisé lorsque nous étions en train de convoyer la dernière vague, mais il y a un Koulouna qui a menacé un journaliste devant nous. Les images sont là, en disant que Narobi Makaka, donc je finirai par sortir et je vais te tuer toi. Nakangi Lunginayo. Est-ce que vous le savez? Et donc, ils ont été habitués à la largesse de la justice, à la largesse des forces de l'ordre. Et j'aime bien la plupart des compatriotes qui nous soutiennent et soutiennent cette initiative du gouvernement, ils disent, tant que tu n'as pas encore subi l'agression, la barbarie des Koulouna, des gangs urbains, ben, il sera facile pour toi de passer à la télé, aux médias pour crier aux droits de l'homme. Et donc je crois que c'est un travail d'ensemble. Il y a même des parents qui se permettent de fabriquer, de créer, d'encourager les banditismes urbains. Les enfants sortent, volent, pillent, tuent et ramènent les butins à la maison. Et lorsqu'on les recherche, ils les cachent. Nous disons que même ceux-là seront désormais poursuivis pour complicité du banditisme urbain. Donc il ne faudrait pas, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, le gouvernement fournit suffisamment d'efforts. Le gouvernement de la République déploie suffisamment de moyens, il faut le dire, pour pouvoir encadrer les jeunes. Mais savez-vous qu'il y a aussi suffisamment de manipulation et infiltration? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces groupes, des gangs urbains, se connaissent et sont organisés. Donc il suffit avec l'agression que nous avons à l'est du pays, que ces voyous qui nous agressent puissent nous infiltrer, recruter quelques responsables de ces gangs. Nous revient un bon matin, la ville est prise en otage par des gangs. Et ça, nous n'allons pas accepter. Parce qu'il s'agit de l'intégrité de notre pays, il s'agit de la souveraineté de notre pays. Nous allons devoir la défendre jusqu'au bout. Vous avez parlé, M. Mwamba, de mécanismes alternatifs. Nous en avons parlé de mineurs. Nous construisons, comme je vous ai dit, des nouvelles prisons. Par exemple, dans le nouveau projet, carrément tout un pavillon réservé aux mineurs, avec des conditions de scolarité y compris, etc. Donc, nous travaillons pour que
les mineurs soient traités à juste titre. Mais une question, une interrogation. Vous savez, un mineur de 17 ans, qui tue toute une famille, quel sort lui réserver? Un mineur de 17 ans, ça veut dire qu'un enfant qui a moins de 18 ans, mais qui débarque chez vous et tue votre parent à coups de machette. Vous faites de cet enfant. Entre ces mineurs qui a tué votre parent et un majeur qui a volé peut-être une poule, qui en principe devrait bénéficier de la clémence de l'État. C'est pourquoi moi je pense qu'au-delà de tout, il faut bien apprécier les cas. Ça c'est ma conviction personnelle. Quand nous avons été emballés, et nous devons nous regarder en face, quelles sont les réalités de notre société et légiférer en fonction de cela. C'est de cette façon que nous allons sortir notre pays. Nous allons développer notre pays. Plutôt que quand en France on dit non, à 17 ans l'enfant est mineur, ici aussi oui, à 17 ans l'enfant est mineur. Ce mimétisme nous a détruits. Mais je conviens avec vous qu'à 10 ans, on doit être à l'école. À 11 ans, l'enfant doit être à l'école et le chef de l'État nous avait instruit là-dessus, la première ministre également, et vous verrez que dans la politique du désengorgement, nous faisons en sorte que les mineurs, en tout cas pour peu que nous sachions, puissent être mis à la disposition de leurs familles respectives. Donc voilà ce que je peux dire à ce stade concernant... Voilà, on va prendre les questions de Madame Rachel Kitita. Concernant la grâce présidentielle Mamba, Son Excellence Monsieur le Président de la République a signé en date du 31 décembre 2024 une ordonnance portant mesures de grâce collective. Dans cette ordonnance, il importe d'indiquer les 3 mesures qui ont été prises. La première, c'est la remise de peine. En tout cas pour des compatriotes qui ont été condamnés à moins de 5 ans de servitude pénale. 2, c'est la réduction de peine de 5 ans. En tout cas pour les peines restant encore à courir. Et enfin, c'est la commutation de peine. Et de toutes ces mesures, nous sommes en train de travailler. Il y a l'article 5 qui donne les exceptions à toutes ces mesures. Qui ne peut pas bénéficier de ces mesures? C'est entre autres les cas des viols, des violences sexuelles, des détournements de deniers publics, atteinte à la sûreté de l'État et bien d'autres, enfin blanchiment de capitaux, etc. Le ministre de la Justice, qui a été chargé par le magistrat suprême pour exécuter cette ordonnance, s'est immédiatement mis à travailler sur la problématique, sur l'exécution de cette ordonnance. Parce que ça s'exécute automatiquement. La décision du magistrat suprême s'exécute. Nous n'allons pas attendre. Nous avons mis en place une commission nationale que j'ai signé cet arrêté aujourd'hui. Et nous avons mis en place des commissions provinciales pour travailler au niveau de province. Et le délai maximum pour libérer les éligibles à la grâce présidentielle est de 3 semaines. Et donc, d'ici au plus tard la fin de cette semaine, nous allons déployer des équipes mixtes au niveau de toutes les provinces pour pouvoir s'assurer de ceux qui sont réellement éligibles et ceux qui ne sont pas. Et surtout, veiller qu'il n'y ait pas monnayage. Qu'il n'y ait pas monnayage de la grâce présidentielle ou des libérations. Et tous ceux qui vont se retrouver dans un cas de corruption monnayage seront sévèrement sanctionnés. Et donc, je peux rassurer les Congolais que l'ordonnance présidentielle par nos soins sera scrupuleusement, promptement exécutée au plus tard la fin de ce mois de janvier.
2021. Voilà, Madame Rachel Kitzer. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole, pour la parole. Des petites questions, d'abord au ministre d'État, ministre de la Justice. Si l'objectif est de lutter contre le banditisme urbain, l'efficacité résidera aussi dans la synchronisation des efforts pour lutter contre cette criminalité à travers la capitale. Mais l'opinion a l'impression que vous, ministère de la Justice, et le ministère de l'Intérieur n'évoluent pas sur la même longueur d'onde, puisque vous avez l'opération Zéro Kuluna, ainsi de l'autre côté au ministère de l'Intérieur, c'est l'opération Ndobo. Et on ne vous voit pas beaucoup ensemble pour montrer à l'opinion nationale, vous synchronisez vos efforts pour lutter contre le banditisme urbain. Pourquoi ? Autre question, c'est une autre opinion. On pense que dans un état de droit, un ministre de la Justice n'a pas le droit de participer à des audiences, puisque ça apparaîtrait comme une pression que vous mettez sur le juge pour pouvoir condamner les personnes qui sont jugées. Que répondez-vous à cette opinion qui pense ainsi ? À la question des enfants mineurs, certains parlent d'une violation de leurs droits fondamentaux. C'est-à-dire que ces enfants ne devraient pas être incarcérés, plutôt mis dans un endroit avant le jugement, mais là, ils sont déjà incarcérés et ça s'apparente à une violation de leurs droits fondamentaux. Que répondez-vous à cette question ? Et si vous le permettez, je vais faire... Ça va faire la quatrième s'il question. vous plaît. La deuxième vague de la nomination de 2500 magistrats, où est-ce qu'on en est ? Et une question porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, situation sécuritaire oblige, quand on suit les médias internationaux, on a l'impression que la RDC s'acheminera peut-être dans les jours à venir vers une négociation entre les M23. Est-ce que le narratif en interne et à l'externe dit la même chose, puisqu'on a l'impression de suivre deux points de vue différents, des analyses différentes des médias nationaux et internationaux. Vous, en tant que porte-parole du gouvernement qui prêchez le changement de narratif, quel est votre point de vue quand vous écoutez de l'extérieur ce qui se dit de la situation sécuritaire en RDC par les médias internationaux ? Voilà, madame, merci pour vos multiples questions. Je veux commencer par celle-là avant que le ministre d'État ne réagisse. D'abord, il y a un grand travail à faire sur la perception de la République démocratique du Congo. Et c'est justement parce qu'il y a cette perception négative que nous communiquons de manière très régulière pour dire ce que nous faisons et ne pas laisser dire aux autres ce que nous ne faisons pas. Ce matin, nous avons, je ne dirais pas frôlé un incident, mais c'était déjà un incident. Un média international a rapporté qu'en République démocratique du Congo, on avait exécuté 120 Kuluna et qu'on s'apprêtait à en exécuter 57. Tout le monde y a cru. Tout le monde y a cru. Le ministre d'État, ministre de la Justice, et très vite lui-même, il a démenti. Et ces médias, pour ne pas les citer, Association de presse, a eu l'honnêteté de rectifier ce qui a été dit. Alors, il faut faire attention dans la démarche, parce que nous parlons justement du banditisme urbain, de la nécessité pour nous de restaurer cet état de droit dans la dimension contraignante. Parce que le ministre d'État vous a dit tout à l'heure qu'il y a un parcours entre le prononcé et l'exécution. Le ministre d'État vous a dit ici aussi qu'il y a des peines de 2 ans, de 5 ans. Mais il y a un focus parce que il y a comme toujours, on est toujours friand d'avoir des nouvelles qui permettent de noircir un peu plus ou de raconter les Congos sous un prisme négatif. Ça, c'est un premier point sur lequel il faut qu'on s'accorde. Mais maintenant, pour ce qui concerne la couverture. Alors,
nous suivons. Et ce matin, j'ai fait changer des papiers des médias internationaux. Parce que malheureusement, je ne voudrais pas les citer, parce que malheureusement, notamment pour ce qui concerne vous savez, nous parlons ici, nous sommes dans une guerre. Dans une guerre, vous pouvez perdre des batailles. Mais vous ne perdez pas la guerre pour autant. Mais lorsque les petites avancées ou les batailles gagnées par des terroristes ou par l'armée rwandaise sont présentées d'une certaine manière par certains médias, ça nous pose un problème évidemment. Lorsqu'un média qui a des journalistes accrédités en RDC préfère utiliser une militante, une propagandiste notoirement reconnue mondialement pour justifier les thèses du mouvement terroriste du M23, ça pose un problème. Et comptez sur nous pour donner des réponses. On ne va pas tout exposer sur la place publique, mais nous prendrons des décisions. Pour que ce que nous mettons, c'est une couverture juste. Encore que nous sommes dans un contexte démocratique où il y a une pluralité d'opinions par rapport aux pays qui nous agressent. Mais le contexte démocratique ne suppose pas un laisser-aller. Et donc tous ceux qui travaillent, qu'ils soient ici ou ailleurs, qui couvrent le Congo, nous avons toujours été accessibles pour être en mesure de donner des réponses. C'est comme aujourd'hui, on a contacté mon équipe pour dire il y a une interview. J'ai dit non, je ne suis pas disponible. Et plus tard, on voit la machine à manipulation rwandaise dire que le ministre Mouyaya aurait fui un débat. D'abord, sur le principe, je ne peux jamais débattre avec un terroriste pour rien au monde, quelle que soit la nature du média. Et donc, de ce point de vue, on a des lignes rouges. Alors, je vais terminer en disant qu'avant d'être journaliste, vous êtes des collègues. Pourquoi nous, on parle de front médiatique, justement? Parce que nous savons que c'est par aussi les médias que passe la manipulation, volontairement ou involontairement. C'est pour ça que nous avons toujours une dimension d'échange et des discussions avec les responsables de ces différents médias au-delà des correspondants locaux. Et lorsque nous leur faisons remarquer que le travail n'a pas été professionnel, ils se corrigent, tant mieux. Mais lorsqu'on fait remarquer et on ne voit pas de correction arriver ou d'amendement arriver, on prend des décisions. Et parce qu'il est hors des questions qu'il y ait des médias qui sont censés être sans parti pris, contribuent à la propagation ou à la promotion d'une entité terroriste qui est reconnue mondialement et du reste sous sanction. Et donc, le front médiatique dans lequel vous faites partie, c'est aussi ce front qui doit permettre de donner les informations. C'est aussi ce front qui doit permettre de tenir compte de la sensibilité de certaines informations. C'est aussi ce front qui doit toujours se mobiliser derrière nos forces armées, non pas pour en faire l'apologie, mais pour saluer la bravoure de ceux qui défendent la patrie. Le jour où la guerre dans l'Est se terminera, ces jours-là, nous pourrons capter des moyens pour investir dans d'autres secteurs, notamment économiques, et les médias en tireront profit. Parce que cette guerre, il y a un coût quotidien que nous payons. Et aujourd'hui, quand vous regardez la situation générale des médias, elle n'est pas très reluisante. Et il y a un effort à faire que nous ferons à notre niveau. Donc ici, je rappelle, nous sommes en début d'année, nous aurons l'occasion de nous retrouver. C'est pour ça que nous faisons des campagnes d'éveil patriotique pour que nous tous, nous puissions avoir la même lecture. La guerre dans l'Est, ce n'est pas la guerre du président Tshisekedi. C'est la guerre que l'on fait au Congo et ça dure 30 ans. Nous avons un commandant suprême qui est déterminé, qui marque de points sur 5 fronts. Militaire, diplomatique, économique, judiciaire et médiatique. Et tous les Congolais doivent de ces faits se mobiliser autour de lui pour bouter dehors nos agresseurs et nous allons régler nos questions entre nous parce qu'il faut d'abord sauvegarder l'intégrité territoriale. C'est ce qui vaut le plus aux yeux de tous les Congolais. Merci.
Monsieur le ministre d'État, allez-y s'il vous plaît. Merci, monsieur le porte-parole du gouvernement, surtout pour vos réponses pertinentes. Vous savez, la question de l'agression rwandaise devait nous préoccuper au plus haut point. En principe, nous ne devrions pas, nous, Congolais, quel que soit notre statut, poser la question sur un quelconque dialogue avec les terroristes qui tuent nos populations, qui pillent nos richesses, qui violent nos femmes. Nous devrions tous nous ranger derrière le commandant suprême. Parce que la guerre qui nous a imposée à l'est du pays n'a pas de couleur. Nous ne devrions pas faire l'apologie de ces criminels. Ce n'est pas ce groupe d'individus qui font la guerre à la RDC. C'est une machination en vue de la balkanisation de la terre de nos ancêtres. Ça devait autant nous préoccuper. Mais c'est pourquoi je réitère une fois de plus tout mon soutien au commandant suprême et à nos FARDC, vaillants FARDC, à nos Azalendo. J'aimerais également nous encourager, tous, à pouvoir adopter la même attitude, de fermeté, de rigueur. Voyez comment ces voyous se mobilisent contre nous. Vous voyez comment ils se mobilisent parce qu'ils occupent illégalement nos terres. Et tant que nous allons continuer à penser à tort que c'est une problématique qui concerne uniquement le président Tshisekedi, nous allons un jour perdre cette République. Quel que soit le président qui arrive, avec cet état d'esprit, n'oubliez pas, Musée Laurent Désiré Kabila a connu ça, Joseph Kabila a connu ça, le président Tshisekedi, ça veut dire que l'enjeu est ailleurs. Affichons de la fermeté. Répondons donc à la question. Mais c'est pourquoi nous allons faire tout pour renforcer le front judiciaire interne et international. Tous ceux qui sont arrêtés dans ce cadre-là seront jugés, condamnés. Et nous allons nous organiser pour ça. Tous ceux qui sont ici à Kinshasa, qui servent de relais avec ceux qui sont au Rwanda, seront appréhendés, jugés et condamnés. Cela dit, la synchronisation, Madame Rachel, vous parlez de la synchronisation des efforts dans la lutte contre la criminalité urbaine. Évidemment, d'abord, il faudrait savoir qu'il s'agit d'une seule opération. C'est le duo, ou mieux les trios. Le ministre VPM Intérieur, VPM Défense et Mineta Justice. Mais puisque ça se passe en des phases, la première phase, c'est la phase de la prévention. Et la deuxième phase, au mieux la seconde, est la phase de la répression. Ce qui fait que lorsque la police intervient en tant qu'ordre public, agent d'ordre public, le ministre de la Justice ne peut pas s'afficher. Le ministre de la Justice s'affiche à partir du moment où la police intervient comme police judiciaire. Parce que bras séculier de la justice. C'est là qu'intervient la justice. Et que de ce point de vue, l'intérieur peut ou n'est pas se présenter à une audience foraine. Donc l'opération Ndobo qui est lancée par le gouvernement de la République à travers le ministre de l'Intérieur, le VPM Intérieur, ainsi que Zéro Kuluna, qui est porté par le ministère de la Justice, en fait, en réalité, ça constitue une seule phase. Pour preuve, nous avons des réunions et le gouvernement est hiérarchisé. Lorsque ces réunions se tiennent, on les tient au niveau du ministère de l'Intérieur. Et donc, nous harmonisons toutes ces actions pour pouvoir les rendre efficaces.
Mais c'est pourquoi aujourd'hui il y a diminution sensible de la criminalité urbaine. Ce n'est pas par les efforts de seul Mineta-Justice. Non. C'est par les efforts aussi bien du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, du ministère de la Défense, du ministère de la Communication. Vous n'imaginez pas combien c'est dissuasif lorsque ces audiences foraines sont diffusées en direct sur la RTNC, sur la télévision, la chaîne nationale. Et c'est ici l'occasion d'y remercier mon collègue, ministre de la Communication et Médias, pour sa promptitude et son accompagnement. Parce que cette action sans accompagnement médiatique, sans accompagnement de la population, en réalité, ne produirait pas les effets qu'elle produit aujourd'hui. Donc nous avons réussi à synchroniser ces actions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez véhiculer votre micro-baladeur à travers la ville de Kinshasa pour vous rendre compte évidemment que les effets sont plus que parlants, sont palpables. Les Quinoises et les Quinois ont pour une première fois passé des moments de festivité en toute tranquillité. Parce que des membres du gouvernement, ministre intérieur, défense, communication, justice, la police nationale, le général Kilimba Limba qui a abattu un grand travail, nos forces de l'ordre qui ont abattu également un grand travail, RDC, ont abattu un grand travail pour que nous puissions en arriver là. État de droit, participation du ministre de la Justice, etc. Vous savez, comme je l'ai dit, on ne construit pas la nation à travers des concepts creux. Respect de ceci, respect de cela, il faut ceci, il faut cela. On tourne autour des concepts. Quand on tue, on ne parle pas état de droit. Quand on tue Gémima. Mais quand le ministre de la Justice, qui est en fait, en réalité, le patron de la justice, active l'organisation d'une audience foraine et y participe comme non seulement ministre, mais d'abord et avant tout comme citoyen, parce que ces audiences sont publiques. Et cette publicité exclut-elle le ministre de la Justice? Mais non. L'indépendance ici du juge, c'est lorsqu'il est dans sa fonction de dire le droit. C'est pas pour rien que je vous ai dit, parmi tous ceux des Kouloun arrêtés, il y en a qui ont été acquittés. Et tous n'ont pas été condamnés à la même peine. Donc la présence du ministre de la Justice, c'est pour évidemment se rendre compte par moments des difficultés rencontrées sur le terrain pour pouvoir faire rapport au gouvernement et améliorer. Peut-être que ça peut aussi être la violation du droit de la défense. Et le rôle du ministre, c'est de pouvoir veiller sur tout ça. Violation des droits de mineurs, parce qu'incarcérés, etc. Non, les mineurs, en réalité, ne peuvent pas être emprisonnés. C'est ce que dit la loi de 2010 sur la protection de l'enfant. Les enfants en conflit avec la loi, il y a un mécanisme pour pouvoir les rééduquer. Ils ont des cellules spéciales pour les aider à pouvoir se réinsérer. C'est pourquoi ils ont aussi un juge spécial. Donc dire qu'en RDC on viole les droits de mineurs, je pense que ce n'est pas vrai. Il y a des tribunaux pour enfants et ces juges font bien leur travail. Dans la plupart des cas, lorsque au niveau de nos juridictions, on identifie, et ça passe d'ailleurs en direct sur le national, que tel présumé auteur d'une infraction, ça veut dire prévenu, inculpé, lorsqu'on se rend compte qu'il est mineur, généralement, on le met à la disposition de son juge naturel.
Donc les juridictions ordinaires ne jugent jamais les mineurs dans notre société. 2500 magistrats, nous allons nous y atteler. Évidemment, c'est la responsabilité du gouvernement de pouvoir recruter le personnel judiciaire, y compris les magistrats. Le chef de l'État, et c'est une première, il y a de cela 2 ans, lancé les recrutements des 5000 magistrats. Les 2500 qui étaient dans un premier temps identifiés ont commencé à prester. Et maintenant, nous travaillons pour que les 2500 autres puissent commencer. Parce qu'il y a un sérieux problème de carence des magistrats, surtout dans les juridictions de l'intérieur du pays. Et ce problème est pris en compte et pris à bras par le gouvernement de la République à travers notre ministère pour que les 2500 autres magistrats puissent commencer. Nous allons avoir des séances de travail avec eux et le chef de l'État a déjà instruit à propos. Nous aurons des séances de travail avec le Conseil supérieur de la magistrature pour que, évidemment, le gouvernement de la République puisse les budgétiser et qu'ils commencent le travail parce que le besoin est là. Il faut que la justice soit dite, mais elle ne peut être dite que si les juridictions, les offices sont pourvus en ressources humaines. Voilà, monsieur le ministre d'État, on va atterrir parce que finalement, la matière, elle est abondante. On aura sûrement un autre exercice. Alors, on aura une question à Lingala de monsieur Péguine Sassa, mais bien avant, on va prendre rapidement 2-3 questions en série. Mais on n'a pas posé, je veux revenir dessus. Allez-y, s'il vous plaît. Mais la question sur les transfèrements, on n'a pas fini. Je pensais que quelqu'un me posait cette question-là. On a le transfèrement. Répondez-y, monsieur le ministre. Les transfèrements, oui, on a dit, mais écoutez, on transfère des prisonniers parfois en attente, en instance d'appel. On a posé cette question sur les réseaux. Non, mais notre droit donne possibilité justement pour raison de sûreté publique que des prisonniers soient transférés dans une prison, dans une maison carcérale, loin de leur milieu d'arrestation. Et que de ce point de vue, le prévenu ou le condamné, dans le cas d'espèce, puisse tout simplement interjeter appel à travers le directeur de la prison et que la juridiction initiale compétente puisse en ce moment-là transférer sa compétence à la juridiction du ressort où le condamné est... C'est-à-dire que concrètement, pour ceux qui sont partis dans la Mongala à Ngenga, c'est possible que les juridictions de l'Issala soient compétentes. Alors, monsieur le ministre, il y a une question qui est arrivée justement dans la série. Comment vous traitez les cas de débordement lorsque vous interpellez? Est-ce qu'il n'y a pas eu des cas où c'était des innocents qui ont été pris dans la foulée parce que c'est une opération de masse? Est-ce que vous avez des cas où certaines victimes peuvent être des victimes, entre guillemets, des cas de vol ou d'extorsion pendant les opérations? C'est la question de M. Skarbal. En effet, les procédures se font en toute transparence et dans le respect strict des droits des prévenus. Donc en tout cas, le droit de la défense est garanti. Et ce qui fait que les juges arrive toujours à détecter que tel a plutôt été innocemment appréhendé et ordonne la relaxation. Donc, au-delà de la fermeté, au-delà de la nécessité de donner une réponse, parce qu'il y avait beaucoup de plaintes sur le phénomène Koulouna, toutes les procédures judiciaires sont scrupuleusement respectées. En effet, très suivies. Et c'est cela la différence avec les opérations antérieures de lutte contre les banditismes urbains. Parce que rappelez-vous, il y a eu plusieurs opérations avant nous. Mais nous nous assurons, en tout cas, que ce soit les condamnés
en tout cas les condamnés qui puissent être transférés dans les prisons. Monsieur le ministre, on va prendre 2 questions, une en Swahili et une en Lingala pour terminer. On commence par la question de Méléchi et on termine par monsieur Peggy Sassa. Asante Waziri Constant Mutamba. Kuluna sio tu Kinshasa, haiko tu Kinshasa ndio kuluna ya kwaka. Ma province ou majimbo mengine. Kwa sababu wala wanalamika, oh Kinshasa. Eske kuluna ni Kinshasa tu wala majimbo mengine? Na decision gani tu gani umechukua kati majimbo mengine? Na swali ni kwamba kuna baadhi kuna batu bengine c'est pas un secret, j'étais à l'auditorat, nilikuwa kwa kitu cha jeshi leo ambapo wanafanya kesi ya wanajeshi leo kabla nifike hapa. Kuna baadhi na kuna wenzangu ambao wadogo wao waliwachukua, walikuwa barabarani, walikuwa barabara wanasimama, inda sawa tu wanasemaka inda wanamchukua na mfunga. Wale watoto leo wataenda Angenga, kwa unasema kama utaua watu. Ulishaua wangapi leo? Vous avez tué combien de personnes aujourd'hui? Parce que vous dites que non, voilà, ba voisin a bino ba kozala ba léo. Bon, je voulais vous parler d'un Swahili que vous allez quand même comprendre. Je suis là à l'auditorat, j'ai trouvé les amis. Non, je parle. Allez-y s'il vous plaît, allez-y, nous devons faire une émission. Unafika pale kwa auditorat nasema no, mimi nilikuwa natoka tu sema mimi natafuta uwa batu banafunga bakuluna, inda banifunga. Sasa bale batu. Asante. Bataenda wapi? Baisha bafunga batenda Angenga. Unaangalia nani alifanya nini? Na Kinshasa tundu uko nafunga batu. Ma province batu washafungiwa bangapi juu ya kuluna. Sawa. Tunasikia. Asante bwana chinois. Ma question zako siko pertinente. Mnajua problème ya shiba kongomani ni kusema atukwake assumer action fulani jusqu'au bout. Bantu mko na ria ni bote shibo tukwa na ria pa kusema bakuluna banapita mingi na mimi bashali piga hapa kisu wewe na wewe beshapiga. Sasa l'État inasema ipunir ibambe bale bantu. Ushaona mlozi bana mbamba na nasema kama miko mlozi na naechika blouji. Ça il faudra traduire en français. Avez-vous déjà vu un sorcier accepter sa sorcellerie? Quand bien même qu'on l'arrête en flagrant délit. Tous les sorciers sont des innocents, tous les voleurs sont des innocents, tous les assassins sont innocents devant la justice. Même lorsque vous venez de l'appréhender. Donc, bantu bote benyi mungo na bamba, mujue kama ba criminel ba bote banakuwa muklame innocent zabu. Umonyo nasema alikuwa tu mbarabara bana mubamba, mais ata présenter ma preuve zake mbele ya justice. Kama iko innocent batamtosha, mais mushisabu kama justice yetu anakuwa toujours kurecourir na ba victime biko ba mingi. Donc mufazi ya instruction abakuwa mukondane muntu mpaka hivi tunakuwa na hii tuko naita instruction préjuridictionnelle. D'abord inaanjaka mu niveau ya police inatuma ku parquet ou bien auditorat kule nako banafanya instruction yabo, kisha auditorat ou bien parquet na niveau ya juridiction compétente, tribunal soit de garnison, soit paix ou bien grande instance ou bien mon cours, ça dépend. Kule nako ninakwaka ibanaitaka instruction juridictionnelle. Imo nafuata mu TV ku RTNC napitaka en direct, ile banetaka instruction juridictionnelle mbele ya juge. Donc mutu mwenye bana mubamba iko na wakati yake yote, kuluna mwenye bana mubamba iko na wakati yote na maetape za mingi juu approuver kusema nini ko innocent.
kusema kufika kwa juge akukondane inafaa kupitisha ka wakati kamuda, donc mtu atamoya abamukondane alors kiko innocent. Kuluna bote benye biko na bamba iko ba véritable kuluna. Alors ministre wa justice awa ke muntu ko question moins importante. Rôle ya ministre de la justice aiko kubeba kisu. Le rôle du ministre de la justice n'est pas de tuer. C'est ce que je veux dire. La loi ne me donne pas le pouvoir de tuer quelqu'un. Donc, loi yetu kwa kunipatia madaraka ya kuua mtu. Nasikilizana en tant que ministre de la justice. Loi iko na prévoir peine de mort. Kusema kama weye uliua mtu fulani banakubamba en tant que